Bien, les bienvenus dans cette nouvelle séance. Nous allons poursuivre l'observation du texte. Nous avons plusieurs éléments qui relèvent encore de cela. Nous avons les genres, c'est-à-dire la cohérence, mais nous avons aussi l'analyse de ce qui relève de la sémantique, dans lequel on trouve essentiellement les figures de style, en l'occurrence. Ce dont nous allons vous parler, entre autres, aujourd'hui. Vous aviez un petit exercice à faire. Ce concours, il n'y a que moi qui l'aurai. Ce n'est pas très gênant. Donc, comment se répartit le sens, comment circule le sens à travers un texte. Les notions qui nous restent de grammaire sont des notions qui nécessitent la maîtrise de tout ce qui est antérieur. Puisque c'est un des niveaux les plus élevés de la grammaire. Les mots, on peut isoler chaque mot et les étudier. Les groupes de mots, on regarde un environnement extrêmement limité à l'intérieur de la phrase. La phrase, bon, c'est déjà un ensemble de phénomènes assez complexes, puisqu'on étudie une 10, quinzaine, vingtaine de mots et leur interaction. Dans le texte, on étudie un ensemble vaste et on se demande comment fonctionnent les mots, comment fonctionnent les groupes de mots, comment fonctionnent les phrases, plus un certain nombre d'éléments propres au texte, qui sont donc le respect d'un genre, qui sont la circulation du sens, les reprises, les substitutions, la notion de sujet et de prédicat, comment ces notions s'imbriquent, et puis comment l'auteur fabrique des figures, c'est ce que nous regarderons en particulier tout à l'heure. Donc, si je prends ce petit texte que vous aviez à observer, la nature de sa difficulté, c'est que nous ne savons pas combien il y a de personnages. Et c'est là un des problèmes. Enfin, on le sait, mais à la condition unique de connaître le texte. J'isole tout d'abord les propositions, puisque chaque proposition a un sujet, un verbe. Au niveau des propositions, la circulation du sens va se faire. Vous arrivez à lire dans le fond, c'est assez grand, ou vous êtes grandi? Oui, ça va. Question. Combien y a-t-il de personnages? On va essayer de faire en sorte de voir comment le sens circule. Donc, il faut voir où sont les personnages. Donc, je vous rappelle que dans cette notion que nous étudions ici, on se demande comment l'auteur fabrique des phrases pour faire passer le sens. Et pour faire passer le sens, il va donc, à un certain moment, faire des substitutions, des répétitions. Il va faire des transformations d'un groupe initial en un autre groupe qui reste compréhensible pour que le sens puisse circuler. Il y a des substitutions qui sont totales. On va parler, par exemple, à un moment donné, d'un lion sera repris par il. Bon, on reprend la totalité du lion. Il y a des substitutions qui sont partielles où on ne reprend qu'un morceau. Alors, nous avons une première phrase, mais cette première phrase, elle ne nous dit rien en termes de thème et de propos, puisqu'on ne sait pas ce qui était avant, en termes de sujet et de prédicat. Donc, King, le su, le, on ne sait pas ce que c'est une reprise. Le renvoie à une information antérieure. Cette information antérieure, nous ne l'avons pas. En même temps que Patricia. Donc, nous avons pour l'instant deux personnages. Nous avons King et nous avons Patricia.
Ses yeux allèrent à Bulit, la petite fille, au lionne en furie. Ben voilà trois autres personnages. Nous avons Bulit, nous avons la petite fille, et nous avons les lionnes en furie. Trois autres personnages. Et là, si on ne connaît pas ce lion de Kessel, vous avez étudié des extraits quand vous étiez en sixième du lion de Kessel. Alors vous allez me dire en sixième, c'était il y a un certain temps, mais je n'oserais pas vous dire quand j'étais moi-même en sixième. C'était il y a bien longtemps. La petite fille s'appelle Patricia. La petite fille s'appelle Patricia. Donc, si on ne le sait pas, là, on loupe. Enfin, on loupe. Il y a une confusion avec un personnage en plus qui apparaît, qui est la petite fille. Donc, Patricia, ce qu'on peut dire en première approche, c'est qu'elle est ici et qu'elle se retrouve ici. Patricia, elle va circuler. Elle va circuler dans ce qu'on appelle le prédicat, c'est-à-dire dans le groupe verbal étendu. Le sujet King, le sujet ses yeux, dans le morceau 2, prédicat, il y a petite fille, et il reste. L'unique ne réapparaîtra pas. Il réapparaîtra par la suite, c'est les lieux. Donc, on marque les lieux ici, parce que nous en aurons besoin. Mais il y a encore un phénomène qui m'intéresse ici, c'est Dieu. Dieu. Pourquoi? Parce que ces yeux appartiennent à quelqu'un, évidemment, et appartiennent aux yeux de King. Donc, vous voyez ici, vous avez un sujet qui est King. Ici, vous avez un sujet qui est ses yeux. Ce n'est évidemment pas le même sujet. Mais ces sujets, ce deuxième sujet, il est issu du premier, dans la mesure où c'est une substitution partielle. C'est une substitution partielle. Dans tout le bonhomme King, eh bien, il y a des yeux. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur ces deux phrases? Bien, ces deux phrases ont deux sujets différents. Ah, deux sujets différents. Le premier, c'est Bulit, c'est un masculin singulier. Le deuxième, c'est ses yeux, c'est un singulier pluriel. Donc, deux sujets différents. Cependant, le sujet 1 est substitué par un déterminant possessif. Le sujet 1 est substitué dans le deuxième par un déterminant possessif. Les yeux à qui? Les yeux à King. Et donc le sujet 2, c'est une substitution partielle du sujet 1. C'est une substitution partielle du sujet 1. Et c'est extrêmement, extrêmement courant dans un texte. La voiture se gare, ses roues sont dégonflées. Ben, les roues de quoi? Pas les roues de ma grand-mère, les roues de la voiture. Donc il y a très, très, très souvent, avec les pronoms, avec les déterminants possessifs, des substitutions qui sont partielles, on isole un phénomène. Mais ce phénomène, il peut changer de genre, il peut changer de nombre. C'est le cas ici pour le nombre. Ça ne peut pas être le même sujet puisqu'ils ne sont pas au même nombre, singulier pluriel. Mais il n'empêche que le deuxième est issu du premier. Donc, est-ce que la circulation du sens, c'est un raisonnement? C'est une interprétation. Donc, il faut voir sur quoi repose le raisonnement de cette analyse. J'ai une phrase 1, je me demande qu'est-ce qui est repris dans la phrase 2. Ce qui est repris, c'est Patricia, la petite fille. J'ai donc aussi une substitution nominale. Une substitution nominale entre ces deux-là. Ici, j'ai Patricia, ici, j'ai petite fille. C'est la même personne, mais ce n'est pas la même expression. Si c'était deux fois Patricia, et ça le sera ici, on parlera de répétition. S'il y a substitution, ça veut dire qu'il y a remplacement. Donc, ces deux phrases, quel lien entretiennent-elles?
La première phrase, elle a un lien avec l'avant, où nous ne savons pas ce que c'est. Un pronom qui remplace quelque chose antérieur. Mais ces deux-là précisément. Nous avons substitution de Patricia par petite fille. Nous avons substitution de King par C, un déterminant possessif. Conséquence de quoi? Eh bien, nous avons entre les deux sujets différents, mais le deuxième est une partie du premier. Il y a donc entre les deux une substitution, mais partielle. Le sujet 1 se retrouve dans le sujet 2, mais pas en totalité. Oui. Parce que, vous voyez, quand je regarde les accords, on voit bien que les accords ne sont pas les mêmes. Et puis, quand je dis, comme je disais tout à l'heure, la voiture se gare, c'est une information qui touche un objet 1. Si je dis ensuite, ces roues sont crevées, c'est une information qui touche seulement une petite partie de la chose. Donc, c'est deux informations qui sont complètement différentes. Si j'isole maintenant, comme j'ai fait la dernière fois, les sujets proprement dits, vous voyez que le premier sujet, c'est King, et le deuxième sujet, c'est ses yeux. Il y a donc un morceau de King dans les yeux, un morceau de King dans ce sujet, mais il n'empêche que c'est quand même un sujet différent. Pour être un même sujet, il faut avoir la phrase suivante. Et ça nous donne une information sur King d'ailleurs, sur ce que c'est. Il a une crinière. Donc, ça pourrait être un emploi métaphorique. Je vais y revenir dans un instant. Donc, King se retrouve sous sa forme il. Donc, il était King, il était C, il se retrouve il. Et il se retrouve de surcroît ça. Ce qui implique que King, c'est, vu le contexte, Lions en furie, c'est un lion. C'est un lion, King est un lion. Alors, plusieurs remarques. King se retrouve deux fois dans la phrase, se retrouve une fois dans le sujet, une fois dans le prédicat. Remarque numéro 1. Deuxième remarque, c'est le retour du sujet numéro 1. Si là, nous avions un sujet 1, King, là, nous avions un sujet 2 qui est un peu différent, qui est ses yeux. Ici, nous avons un sujet, de nouveau 1, c'est toujours King qui revient. Donc, c'est le sujet 1, retour du sujet 1. Donc, dans cette phrase, nous avons réapparition du sujet 1 sous une forme pronominale, et sous une forme déterminante. Deux substitutions, une pronominale, une par déterminant possessif. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous avons retour du sujet 1. Retour du sujet 1. Le sujet 1 King est de nouveau substitué dans sa totalité King. Alors, une remarque sur les crinières. Dans l'analyse du sens, vous vous rappelez que vous avez tout un champ qui est le sens des mots. On va prendre un mot qu'on va isoler, crinière par exemple, et on va vous dire quel est le sens dans ce texte du mot crinière. Et il faut faire une distinction entre ce qui est le sens propre et le sens figuré. Sens propre et sens figuré. Donc, en l'occurrence, ici, le sens propre et le sens figuré. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une crinière? C'est les cheveux, pour le faire simple, c'est les cheveux d'une bête. C'est les cheveux d'un animal. Et donc, ici, c'est les cheveux d'un lion. C'est les poils de la tête et du cou d'un animal. Mais on pourrait très bien avoir un autre emploi où on aurait Bulit, par exemple, qui est un homme, et qui dirait la crinière de Bulit grisonnait. Et dans ce sens-là, crinière aurait un sens qui est grande masse de cheveux d'un homme qui grisonne, en l'occurrence, qui deviennent blancs. Sens propre,
les cheveux d'un animal. Sens contextuel, les cheveux de la crinière de Bully-Grisonnet, eh bien, une grande masse des cheveux d'un homme. Sens propre animal, sens figuré homme. C'est ça l'exercice de lexique concernant le sens. C'est regarder comment un mot a un sens soit du dictionnaire et comment il en a en particulier un dans ce texte-là. Donc la crinière liée au sens propre, c'est les cheveux du lion. Inhésité, pas grand-chose à dire sur inhésité, dans la mesure où nous avons toujours le sujet 1 qui est ici. Ce qui était sujet reste le sujet. Nous avons la répétition. Répétition ce coup-ci. Une répétition pronominale, répétition d'un pronom. Et nous avons ce qu'on appelle un sujet constant. Sujet constant, c'est le même sujet entre il et il, c'est le même gars. C'est le lieu. Alors maintenant, vous allez faire les deux phrases qui suivent. Vous allez me faire tout seul les deux phrases qui suivent. Patricia ouvrit la bouche. Le grand lion tourna la tête de son côté. J'attends de vous deux remarques sur les sujets. Et trois remarques sur la substitution. Deux remarques sur les sujets, trois remarques sur la substitution. Oui. Attendez, on va laisser 2 minutes aux camarades méditer. Ilya, ce n'est pas il, ce n'est pas C, et ce n'est pas Ting. Donc Patricia, c'est un nouveau sujet. C'est un nouveau sujet. C'est un sujet qu'on mettra, donc si
King, c'était le 1, ses yeux, c'était le 2, Patricia sera le sujet numéro 1. Donc, Patricia, sujet numéro 3. Ce Patricia, il ne tombe pas de la Lune. Il vient d'où? Alors, d'ici, de là et d'ici. Donc, sujet nouveau, et ce sujet nouveau, il dérive, il découle, si vous préférez, il découle du propos, du prédicat de la phrase numéro 1 ou 2. Il découle d'un prédicat antérieur. Et il découle sous une forme de répétition par rapport à la phrase 1. Donc, on dira que le sujet est dérivé du prédicat 1 ou 2, comme vous le sentez. Le sujet est dérivé du prédicat antérieur. Et on dira qu'il y a une répétition par rapport à la phrase 1. Répétition par rapport à la phrase 1. Le grand lion tourne à la tête de son côté. Ces deux phrases-là, elles n'ont finalement qu'un seul point commun. En soi, si je les isole. Elles n'ont qu'un seul mot qui est commun, qui est de reprise de l'un à l'autre. Et ce mot, c'est le son. Le grand lion tourne à la tête du côté de Patricia. Donc, nous avons, au point de vue des substitutions, nous avons une substitution par déterminant possessif. Et si j'avais dit tout à l'heure que c'était pour ses yeux, c'était une substitution partielle, à tout le bonhomme, un petit morceau, là, le cas est un petit peu plus ennuyeux parce que ce n'est pas le côté, comme on pourrait parler d'un côté purement anatomique. Oui, là, on a des côtes, on a donc des côtés. Le lion ne regarde pas les côtes de Patricia. Elle regarde grosso modo toute la bestiole, tout Patricia, d'un seul tenant. Donc, la substitution est un peu plus ennuyeuse à déterminer. C'est en gros plutôt une substitution un peu totale. Regarde à quoi? Tout Patricia. Bon, quand on ne sait pas trop, on fait comme si on n'avait pas vu, on laisse un petit peu de côté la chose. Et puis, il me reste le grand lion. Alors, le grand lion, il est totalement nouveau là-dedans, en termes d'expression. King, il était devenu il. Il devient maintenant le grand lion. Donc, nous avons retour du sujet numéro 1. Et il était où? Ben, au plus proche, il était là. Il hésitait, le grand lion. Donc, retour du sujet numéro 1. Avec une substitution qu'on dira nominale, because c'est un nom, lion. On remplace un pronom par un lion, donc substitution nominale. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que Patricia, qui était dans le sujet, se retrouve projetée, dérivée. Patricia se trouve projetée dans le prédicat. Et cette histoire de dérivation, rappelez-vous qu'il y a un sujet, prédicat. Et quand on parle de dérivation, c'est qu'un élément qui se trouve ici se retrouve ici, ou, sens inverse, un élément qui était ici se retrouve ici. Soit c'est constant, et ici, on a un sujet qui est ici constant, puisque c'est le même les deux fois. Ici, on a une forme aussi de constance de Patricia, parce que Patricia elle était dans le prédicat, il y reste.
Mais là, Patricia, qui était dans le prédicat, se retrouve dans le sujet, et elle retourne dans le prédicat. Ça, elle se balade, elle s'en va. Et c'est comme ça qu'il faut analyser ces deux petits morceaux-là qui sont, si on ne comprend pas ce principe de croisement, qui est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Ben, elle, c'est qui? Elle, il n'y a pas 36 choix. C'est Patricia. Alors, si je continue Patricia, on avait la petite fille. On avait ensuite Patricia, de nouveau. Et on avait son côté. Et donc, elle devient elle, quand le grand lion, lui, devient le. Oui, on a la structure que nous avons là-bas. C'est-à-dire qu'ici, nous avons le grand lion, Patricia ici, Patricia se retrouve ici, et le lion se trouve là. Donc le lion qui était ici se retrouve là, quand Patricia qui était ici se retrouve dans le sujet. Nous avons dérivation. Nous avons dérivation. Lion sujet se retrouve dans L', le prédicat. Patricia qui était dans le prédicat se retrouve dans le sujet. Le grand lion regarda du côté de Patricia. Elle quoi? L'aurait retenu. Sujet ici. Elle, c'est la reprise de Lyon. C'est un pronom. Ah oui, grammaticalement, c'est un pronom. Alors, c'est le grand lion et l'apostrophe, substitution pronominale. On remplace par un pronom. Mais quand on fait la liste comme ça, on voit assez par quoi c'est remplacé. King est remplacé par C, donc c'est un déterminant. Oui. Ah, d'accord. Et vous n'avez pas suivi mon cours sur YouTube. On ne peut pas tout faire dans sa vie. Quand le sujet, le pronominal, il change son dérivation, et quand ça reste sur le sujet, du coup, c'est constant. Mais du coup, on dit que c'est constant, sujet constant. D'accord. Donc là, il y a sujet constant. Okay. Sujet constant, c'est le. Okay. Et quand un élément qui était dans le prédicat, c'est-à-dire dans ce qui est dit dans la phrase, passe du prédicat au sujet, ou le sujet dans le prédicat, on parle de dérivation. Donc là, il y a dérivation, mais là, il y a double dérivation. Le grand lion passe là, quand Patricia passe là. C'est ce principe que vous avez ici. Le grand lion était ici, il devient l'apostrophe dans le prédicat. Patricia était dans le prédicat de son côté, elle devient sujet. Il y a double croisement. Si on oubliait la phrase 2 et qu'il y avait King le chant en même temps que Patricia, il secoua sa crinière. Oui. Donc il y aurait sujet constant. Devient donc c'est sujet constant, mais comment est-ce qu'on explique la substitution entre un nom et un pronom. Donc c'est sujet constant avec une constitution. Avec substitution. Voilà. Comme un peu nous aurons par la suite, nous avons. Ça arrivera des sujets constants avec substitution. Donc là, nous avons un croisement. Et nous avons de nouveau un retour de King. Donc c'est. Moi-même, je ne suis pas sérieux avec les couleurs, donc je comprends que ce soit un peu compliqué. King, je l'ai mis en vert. Donc je lui laisse en vert. King redevient le sujet. Et il redevient, donc il y a une dérivation, il redevient le sujet, et une substitution. Un pronom substitué par un autre. Et l'apostrophe, c'est un pronom personnel, mais il, c'est aussi un pronom personnel. L'un est sujet, quand l'autre est COD. Pronom COD, pronom sujet.
substitution d'un pronom par un autre, et l'apostrophe il. Retour du sujet numéro 1 aussi, il faut constater que il, c'est le lion. Donc, sujet 1, 2, 1, 1, 3, 1. Sujet 2, sujet 3 ici. Patricia. Retour du sujet 1. Il fut resté sans doute. Alors là, nous allons avoir un petit problème. Pas un énorme problème, mais un petit problème. J'ai mis en évidence le sujet. La fureur de l'orgueil brilla à cet instant dans les yeux de Patricia. Donc, quels yeux? Cette fois-ci, c'est les yeux de Patricia. Donc, Patricia, elle était au plus près ici. Elle se retrouve là. Elle était ici, elle se retrouve là-bas. Elle était en elle se retrouve en Patricia. Et ce que j'étais en train de dire avec il y a un instant, c'est que quand on fait la liste comme ça de ce qui substitue, on voit bien ce qui est, par quoi c'est substitué, si on se rappelle des catégories grammaticales. Ça, c'est un déterminant, un pronom, un déterminant, un pronom, un pronom, un nom, un pronom, un pronom, un nom, un déterminant, un pronom, un nom. Donc, la substitution, on voit bien à chaque fois que ce n'est pas le même. Sauf là, à 2 fois, c'est le même. Donc, ça veut dire que là, entre ces deux cas-là, ici, il y avait répétition. Sinon, c'est que des remplacements. La fureur de l'orgueil, ce n'est pas un morceau de Patricia. C'est un sentiment. Mais c'est un sentiment qui appartient à Patricia. C'est pour ça qu'on l'ajoute à la fin. Mais c'est un sujet nouveau. Même qu'on avait les yeux. On n'était pas le lion, les yeux. On a un nouveau sujet ici. On numérotera le sujet 4 pour le coup. Nouveau sujet. Et quel rapport entre ce sujet, cette phrase-là, donc, et la phrase du dessus? Ben, c'est qu'il y a, en fait, il y a juste une répétition d'un élément du prédicat, dans le prédicat, d'un élément antérieur. On l'analysera comment? Ben, soit c'est une substitution à partir d'elle, soit c'est la répétition à partir de la dernière fois où on la voit 2 fois Patricia, on la voit ici et là. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir des crayons de couleur, parce que sinon, vite fait, c'est le bordel. C'est le bordel. Mais c'est comme les cartes mentales. Les cartes mentales, quand on commence à tirer des traits un peu partout, ça devient compliqué. D'où la colonne importante qui est celle des commentaires. Cette phrase-là, elle a un nouveau sujet. Elle a une répétition dans le prédicat, qui est la répétition Patricia, qui est le personnage numéro 3 en tant que sujet numéro 3. Et Patricia, elle revient comme sujet, une dérivation. Oui, soit on a une flèche qui traverse tout au niveau du sujet. Et le cas, c'est sujet constant. Soit on a des flèches qui se baladent d'un morceau à l'autre de l'écran. Et donc, ça veut dire qu'il y a dérivation. Elle redevient sujet. Ben, ça reste... Mais sa fureur brilla en instant dans ses sentiments. Sa fureur, c'est vraiment la sienne. On sait qu'il y a une liaison. Là, comme on parle de grammaire, on parle d'éléments présents ou d'éléments non présents. Oui, là, il y a un élément présent qui fait qu'on sait que cet élément-là reprend celui-ci. Le C reprend King. Mais là, comme il n'y a aucun élément qui reprend, si c'était l'amour brilla dans ses yeux, l'amour, c'est un sentiment général, et c'est le deuxième bout de la phrase qui nous dit où il est. Donc là, effectivement, il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de reprise d'un élément, ni de Patricia dans ce bloc-là, ni Patricia, ni Kim, ni personne n'est repris dans cet élément-là, contrairement à ses yeux. Et là, il ne faudrait pas faire une petite confusion avec ces yeux-là. Parce que là, on pourrait dire, attention, il y a répétition. Yeux. Simplement, ce n'est pas les mêmes. Alors, on peut noter
on peut noter qu'il y a un mot commun, qui est une répétition. Mais d'un côté, c'est les yeux de Patricia, de l'autre côté, c'est les yeux de King. Les yeux de King, ils sont là, les yeux de Patricia, ils sont là, c'est pas le même personnage. Donc là, on a une répétition, mais cette répétition ne renvoie pas du tout à la même personne. Ce pas les mêmes yeux. Et dans cette phrase suivante, nous avons retour en force, très en force de King. Puisque King, qui était ici, qui a sauté deux phrases sans lui. Et c'est parce qu'il y a deux phrases sans lui qu'il y a nécessité de rappeler qui il est. Sinon, si on avait un simple il, ce serait un peu lointain. Donc, King redevient dans le sujet. Ah non, ça, c'est le sujet numéro 3. Et se retrouve dans le S' du verbe, à savoir un pronom réfléchi, et se retrouve dans C. Donc, dans les apparitions, maintenant, nous avons King, nous avons ce, et nous avons C. Et Patricia, elle était en elle. Dans cette phrase-là, nous avons substitution de il en King, substitution nominale, substitution par un pronom, substitution pronominale, et substitution par un déterminant. Nous avons 3 substitutions dans cette même phrase. Substitution nominale, substitution pronominale, substitution par déterminant. Déterminantal, ça ne se dirait pas, hein, que par déterminant. Substitution 1, substitution 2, substitution 3. Il devient King, qui devient ce, qui devient C. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se demander d'où vient femelle. Il y a du dessus, effectivement. Il vient de la phrase numéro 2. Et il n'y a pas de confusion, puisque lionne, c'est un féminin, femelle, c'est un féminin. La lionne est le féminin de lion. Donc, quand on dit que lion, King va avec son féminin, c'est évidemment lionne qui devient sujet de la proposition suivante. Donc, nous sommes sur un sujet 5. Nous avons maintenant lionne. Et c'est là qu'il faut se rappeler la valeur d'usage des pronoms. Oui, dites-moi. Et du coup, passer de lionne à femelle, c'est un sujet constant par substitution nominale. Alors, Non, c'est pas un sujet. Le sujet, oui, femelle n'est pas sujet. Il est un prédicat. Donc, il est dérivé. Ben non, il est dérivé. S'il était constant, le sujet, ce serait entre King et Kill, ce serait le même. Mais pour passer de lionne à femelle. Oui, mais Lyon, il était dans le prédicat, il reste dans le prédicat. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Ben, il y a reprise. Il y a reprise d'un élément. Comme tout à l'heure, on avait Patricia, petite fille. C'est une substitution, c'est une reprise, mais elle reste au même endroit. Elle reste dans le prédicat. Et c'est là donc que je disais qu'il faut se rappeler des usages des pronoms relatifs, parce que les pronoms relatifs, qui que quoi, qui que dont, en tout cas qui que dont, ils ont des fonctions grammaticales. Je vous avais expliqué ça là, donc sujet 5. Sujet 5, nous avons une lionne qui n'était pas dans le sujet, mais qui devient femelle. C'est que dans une proposition relative, le pronom, il a une fonction par rapport au verbe de la relative. Il a une fonction par rapport au verbe de la relative. Le qui, il est toujours sujet. Le chat qui dort est à moi. Qui, c'est le sujet de dort.
le chat que tu vois, le que, c'est le COD, je dors, de voix, que tu vois. Et dont, le chat dont je te parle, c'est le COI, complément d'objet indirect. Donc, qui est toujours sujet, que est toujours COD et dont est toujours COI. C'est ce qu'on appelle la notion de liaison. Les pronoms, ils sont liés au verbe, de la subordonnée. Donc ici, pourquoi réclamer AIENT? Parce que c'est qui le sujet? Enfin, le mot qui fait sujet, c'est qui? Pas une question, c'est qui le sujet. Le mot qui fait sujet, c'est qui? Et qui, c'est une substitution. C'est une substitution pronominale de femelle. Donc là, par contre, pour reprendre la question de camarade, entre femelle et qui, il y a une dérivation dans le sujet. Une dérivation dans le sujet. Femelle était dans le prédicat, elle se retrouve dans le sujet. Et King se retrouve et se maintient, en quelque sorte, dans le prédicat. Il était sujet avec bien prédicat, mais il était aussi dans le prédicat. Je fais un petit schéma que je viens de faire avec les sujets et le prédicat. Les sujets. Oui, King s'en va là vers ses femelles. King, il est là. Mais il est là. Mais il est là. King s'en alla, ses femelles. Donc King, il était 3 fois, il était dans le sujet et 2 fois dans le prédicat. Et maintenant, on a les femelles, donc qui reprend femelle, mais on a King qui se retrouve ici. Donc le King, c'est effectivement, il était dans le sujet, il se retrouve dans le prédicat, mais il était déjà 2 fois dans le prédicat. Là, si vous voulez, le sens, quelqu'un qui nous dirait, mais le, c'est qui? Il n'a pas beaucoup. Le, il reprend King, il reprend ce, il reprend C. 3 fois King était là, il se retrouve 1 fois ici. Et puis, avant de passer à la suite du texte, vous qui êtes très attentifs, vous avez vu que j'ai oublié une notion dans la structuration du texte, c'est les connecteurs logiques. Parce que les phrases les unes avec les autres, elles sont connectées par des connecteurs logiques aussi. Comme je l'ai dit dans vos paragraphes, ça manque de connexion logique, ça veut juste dire que vous n'avez pas mis assez de mots qui structurent le texte. Et donc là, des mots qui structurent le texte, je vais les mettre en évidence avec l'ordinateur à ces couleurs, c'est les conjonctions de coordination, mais c'est aussi tous les mots de subordination ou tous les adverbes. Donc nous avons par exemple ici, je vais le mettre en jaune, ici, quelle relation entre cette phrase-là, cette proposition-là et celle-là? Eh bien, le fait que l'une est conditionnée à l'autre. Si elle l'avait voulu, elle l'aurait retenu. Non, l'inverse, si elle l'avait retenu, il serait resté. Quelle relation entre ces 2 propositions? Eh bien, l'une est une condition par rapport à l'autre. Donc, le si est une conjonction de subordination, dès que, lorsque, parce que, bien que, comme, si, quand, conjonction de coordination, cette conjonction de subordination, elle fait la liaison entre ces 2 phrases-là. L'une, c'est la principale, l'autre, c'est la subordonnée. Mais nous en avons d'autres. Nous avons une conjonction de coordination, mais où est hors l'ICAR, opposition, jonction entre celui-ci et la précédente. Et puis nous avons juste après, nous avons alors, qui est un adverbe. Adverbe qui marque plutôt la conséquence ou le temps. Je dirais plutôt le temps. Ensuite, King s'en alla vers ses femelles. À ce moment-là, King s'en alla vers ses femelles. Donc rappelez-vous que le texte, il est aussi structuré par des mots qui indiquent
des relations logiques, la cause, la conséquence, la condition, des relations temporelles, puis ensuite, alors, enfin, ou éventuellement, tout aussi valable, des connecteurs spatiaux. La description, elle est pleine de connecteurs spatiaux. À droite, un arbre. À gauche, un porte-manteau. Au milieu, une table. Ces éléments-là structurent le texte parce qu'ils structurent l'espace. Connecteurs spatiaux. Donc ici, j'ai des connecteurs spatiaux, comme j'en ai un dans la phrase juste après, et d'abord. D'abord, c'est aussi un connecteur spatial. Alors, je descends. Donc, je suis sur les connecteurs. Alors, d'abord, mais, enfin, et je mettrai aussi à mesure. À mesure, c'est un connecteur temporel, à mesure. Au fur et à mesure, ça veut dire progressivement, ou le long du temps. Donc, connecteur logique, je mettrai d'abord, mais, enfin, et puis aussi au fur et à mesure. D'abord, un adverbe. Alors, un adverbe, enfin, un adverbe, à mesure, un adverbe. Nous n'avons encore pas vu les adverbes. Dans les adverbes, il y a des mots tout simples qui sont hérités de l'étymologie, hier, demain, après, avant, ou il y a ce qu'on appelle des locutions adverbiales, qui est fabriqué de plusieurs mots. C'est pourquoi, en revanche, à mesure, d'ailleurs, à mesure que, je n'avais pas vu le que, ça formerait aussi plutôt une conjonction de subordination. Enfin, le que, en tout cas, c'est une conjonction de subordination. Alors ensuite, comment fonctionne le sujet? Le sujet, il. 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 Et ensuite, il. Si je regarde juste comme ça en travers, il au pluriel, il, et ces trois il-là, c'est le lion. Ces trois il-là, c'est le lion. Donc là, j'aurai trois propositions, pardon, qui seront à sujet constant. Sujet constant, 1, 2, 3. Ces trois-là, c'est King. King. King, il était devenu le, ici, et il va devenir il. Mais pas que. Pas que. Il doit encore avoir quelques incarnations autres dans ce petit texte. King, il était là. J'ai dit qu'il devenait le. Et il redevient il.
il redevient il ici, il ici, oui. Alors, traitons d'abord cette première phrase-là. D'abord, et comme par politesse envers nous, d'une foulée lente et digne. Alors là, il y a un problème, il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de verbe. Donc, s'il n'y a pas de verbe, ben, vous comprenez qu'il n'y a pas de sujet. Pas de sujet, pas de verbe. Si on n'a pas de verbe, la notion verbe n'est pas là. La notion, par conséquent, sujet n'est pas là non plus. Donc, ça s'appelle une phrase nominale ou ça s'appelle une phrase non verbale. Nominale quand il y a des noms dedans, non verbale quand il n'y a pas de nom dedans. Si je vous dis, vous suivez et puis que vous me répondez non, le non, c'est pas un nom, c'est un adverbe. Donc, on appellera ça une phrase non verbale. Phrase adverbiale, si on veut être très précis, mais non verbale, une phrase sans verbe. Donc, phrase nominale, c'est des phrases sans verbe, mais avec des noms dedans. Phrase adjectivale, c'est s'il n'y a qu'un adjectif. De quelle couleur est ton manteau? Vert. Vert, c'est une phrase adjectivale. En gros, on parle de phrases non verbales, ça va bien, ça englobe tout le monde, tous les types de phrases qui n'ont pas de verbe. Donc ici, on a une phrase non verbale. Donc comme c'est une phrase non verbale, elle n'a pas de sujet. Donc on ne peut pas dire qu'elle a d'un côté un sujet, d'un autre côté une reprise d'un sujet antérieur. On dira que c'est juste un prédicat, c'est juste une information. C'est une information. On nous dit quelque chose, mais on nous dit quelque chose qui n'a pas de sujet. Donc ça, c'est le premier problème, pas de sujet là-dedans. On reprend. Et puis le deuxième gros problème, c'est que nous avons un pronom. Et les pronoms, ils sont mis à la place d'un nom. Mais le problème, c'est lequel? Et si on relit tout le début du texte, on avait le lion regarda Bulite, la petite fille des lionnes, il regarda Patricia, il a sa crinière, etc. À aucun moment, nous avions un pronom, un personnage qui s'exprimait ou à la première personne du singulier ou à la première personne du pluriel. En fait, il y a un narrateur. Il y a quelqu'un qui raconte l'histoire. Oui, pour l'instant, le lion, imaginons que votre camarade ici soit le lion, Patricia à côté d'elle, Bulite à côté d'elle, nous avions à côté les lionnes, nous avions à côté d'elle encore qui d'autre les lionnes, c'est tout comme sujet. Pour l'instant, les sujets passaient de l'un à l'un, les pronoms passaient de l'un à l'autre, voilà, vous circuliez entre vous. Puis d'un seul coup, ici, là, voilà, il y a un nous. Le lion se met à nous regarder, nous. Ben, nous, sans doute, peut-être que je suis vers vous et puis je suis englobé dans Patricia. Il y a un personnage extérieur. Donc là, ici, nous avons un pronom qui remplace on ne sait pas qui. Et ce remplacement d'on ne sait pas qui remplace, vu que c'est un nous, celui qui parle. Dans ce nous, il y a au moins celui qui parle. C'est ce qu'on appelle le narrateur. On appelle le narrateur. Et les pronoms qui remplacent des individus mystérieux, qui font des substitutions dont on ne sait pas ce qu'ils substituent, ça porte un nom en grammaire. C'est la première notion que nous verrons dans le 5e étage de la grammaire, qui est donc celui de l'énonciation. Ça s'appelle un déictique. Alors, je vous donne le mot comme ça, mais je vous l'expliquerai la dernière fois. C'est des pronoms dont on ne sait pas ce qu'ils remplacent. C'est des pronoms dont on ne sait pas ce qu'ils remplacent. Il y en avait un dans la première phrase, c'est le. La première phrase, elle commençait par un le, et on ne savait pas ce qu'il remplaçait. Ben, on dira qu'il est déictique, il remplace quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Et là, le nous remplace le radiateur, le narrateur, mais il aurait dit je, envers moi, envers nous, sans doute lui, sans doute la petite fille, sans doute lui aussi, sans doute, mais on ne sait pas qui. Une substitution mystérieuse, on ne sait pas ce que ce nous remplace.
La fin reste quand même beaucoup plus simple que le reste, puisque nous avons, mais à mesure qu'il s'éloignait, donc le lion il plus ce, il allongea le pas, il se élança, ben, c'est des verbes pronominaux, donc en quelques bonds, lions et lionceaux, lions et lionceaux. Et lions et lionceaux, donc vous voyez très bien d'où vient le nom lions et lionceaux, qui vient d'ici. Il vient d'ici. Et c'est d'ailleurs une répétition par rapport à la phrase initiale 1. Je ne voulais pas demander, mais vous les avez les textes? Donc, il revient, alors c'était le qui, au plus près, c'était le qui, mais dans la phrase 1, on avait Lyon. Phrase 1, 2, pardon. Ses yeux allèrent à Bullitt, la petite fille, aux lions en furie. Donc, c'est au plus près le qui ici. Et puis, au plus loin, répété, c'est Lyon du début. Donc, sujet constant, présence de Bullitt, de King, à la fois dans le sujet et dans le prédicat, avec les ceux qui sont dans le verbe. Oui. Quand King, il est dans le sujet et après dans le prédicat, puis ensuite dans le sujet. Oui. Comment est-ce qu'on... Eh ben, d'abord, on dira que c'est sujet constant. Oui. Et puis qu'un élément du prédicat se retrouve répété. D'accord. Et du coup, le S apostrophe, on ne dit pas que c'est une dérivation. Non, parce que comme il était déjà au-dessus, on va dire que c'est une présence du sujet aussi dans le prédicat. Avec une remarque que il y a sujet constant, il y a répétition entre il et il, et il y a substitution avec le se. Se remplace le il, donc c'est pas tout à fait le même. Donc c'est pas le même pronom. C'est un pronom réfléchi pour le se, c'est un pronom personnel pour le il. Et puis nous avons un dernier problème. Un dernier problème qui est de taille. Et ce problème de taille, c'est de déterminer à quoi renvoient les derniers éléments de la dernière phrase, c'est-à-dire le il, qui est repris par le pronom réfléchi se, et qui est le ensemble. Et c'est le ensemble, en fait, qui nous donne la réponse de tout. Enfin, il s'élança, il, ça peut pas être le même. Pluriel, singulier. Singulier, pluriel. Donc le il là ne peut pas être le il. Ça ne peut pas être Lyon, féminin. C'est, au contraire, tout un ensemble de personnages qui sont ici. Le il qui c'est, eh bien, le il, c'est King. Mais c'est aussi les lions. Mais c'est aussi les lionceaux. Le il que nous avons ici, c'est une substitution qui reprend à la fois King, à la fois lion et à la fois lionceau. Donc c'est un nouveau sujet. J'étais à sujet numéro 5, il faut passer à un sujet 6 parce qu'il englobe tous les autres. Si vous me dites c'est le sujet 1, non, dedans il y a les lions. Si vous me dites c'est le sujet 5, les lions, non, parce que dedans il y a King. Et puis si vous me dites c'est lions et lionceaux, ben, il vous en manque encore un, il vous manque encore King. Donc ce sujet 6, il se substitue à King, à lion et à lionceau. Alors pourquoi c'est un petit peu compliqué? Ben, c'est pour définir la nature de la substitution. Alors bon, c'est un pronom, mais elle est totale ou elle est partielle?
ou elle est autre chose encore. Mais si vous avez le lion et les lionnes, quelque chose, et qu'ensuite vous avez un L. Là, vous avez un groupe, le lion et les lionnes, qui se substituent par L. Donc là, on dira que c'est une substitution partielle, puisqu'on avait un groupe mâle-femelle qui devient un groupe femelle. Donc, dans le groupe, le lion et les lionnes vont dans les bois. Elle ne reprendrait qu'un morceau du sujet. Donc ici, on aurait une substitution partielle. Substitution partielle. Le L ne reprend qu'un morceau de lions et lionnes. Le L ne reprend qu'un morceau. Ici, au contraire, nous avons un il, nous avons un L au pluriel, et nous avons un il au pluriel. Les lionceaux, c'est un pluriel, les lionnes, c'est un pluriel, et king, c'est un singulier. Donc, on a un il, un L, un il, qui devient quoi? Eh bien, qui devient un il collectif. Le il reprend le il antérieur, king. Le il reprend le L antérieur, lion, sujet numéro 5, et reprend un morceau en plus qui passe par là, qui est lionceau. Un il, lionceau. Donc, c'est une substitution totale, hein, puisque ça reprend tout king, tout L, lion, et tout, en plus, un nouvel élément qui est lionceau. C'est une substitution totale, mais qui reprend 3 éléments différents de la phrase, à savoir le sujet numéro 1, le sujet numéro 5, plus encore un autre élément qui était dans le prédicat précédent. C'est une substitution totale, ça reprend tout king, mais ça reprend aussi tout lion, sujet numéro 5, et ça reprend aussi tout lionceau qui débarque ici, qu'on n'avait encore pas vu. Sachant que lionceau, il a lui-même, comme nous l'avions vu la dernière fois, entre cavalier et cheval, il y a un rapport de sens évident entre cavalier et cheval. Et entre lion et lionceau, il y a évidemment un rapport qui est un rapport étymologique, lion, lion, mais un rapport aussi sémantique évident entre l'un et l'autre. Mais les lionnes ne sont pas des lionceaux et les lionceaux ne sont pas forcément des lionnes. Donc c'est la reprise de ceci qui était le sujet numéro 5, ceci qui était le sujet numéro 1, plus un élément qui se trouvait dans le prédicat précédent. C'est, si vous voulez, on a un mot qui nous dit quand il y a une reprise qu'à moitié, substitution partielle. Quand la substitution, au contraire, elle reprend plein d'éléments antérieurs qui viennent de partout, on n'a pas de mot, une méga substitution, une super substitution, une substitution globale. Non, ça n'existe pas ces mots-là, donc c'est total. On reprend tout, mais tout king, tout elle et tout. Alors, un petit dernier pour la route, et ce sera tout sur ce sujet-là. Un peu de cuisine. Un texte qui s'appelle La bonne cuisine aux colonies. Déjà, ça doit déjà nous faire un petit peu tiquer.
Non pas parce qu'on mange pas, on mange mal dans les colonies, mais c'est la notion de colonie elle-même que l'on pense déjà un petit peu problématique. Alors, ce texte, pourquoi on finit par lui? Parce que c'est un texte qui est absolument défaillant dans ses substitutions. Oui, si je dis votre camarade au bout de une de vos camarades du premier rang, si je dis votre camarade du premier rang a fait son exercice, il a très bien réussi. Votre camarade du premier rang, il a très bien réussi, ça pourrait marcher. Sauf que quand on regarde le premier rang, on s'aperçoit que c'est plutôt des jeunes filles. Donc, il ne fonctionnera pas. Elle a plutôt réussi. Et ce texte, il y joue, enfin, il est mal écrit de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a un sens qu'on voit bien, on parle de moutarde. Mais le problème, c'est que théoriquement, il faut quand même se maintenir dans un système de substitution qui soit à peu près cohérent. King, il, le grand lion. Patricia, petite fille, elle. Donc, ce texte-là pose des problèmes de ce point de vue-là. Et c'est pour ça donc que nous allons l'observer rapidement. On commence par une phrase nominale. Il y a que des noms là-dedans. De quoi on parle? Moutarde tubéreuse, Sinapis juncea, variation napiformis. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est qu'on a une moutarde. Ça parle de moutarde. Ça continue comment? Cette moutarde de Chine a des racines tubéreuses ressemblant à un navet de Milon. Bon, là-dedans, pas trop de problèmes. Mais il y a des phénomènes intéressants. On a donc moutarde ici. Il se trouve moutarde là. Moutarde. Répétition, moutarde. Et on a un autre phénomène aussi, qui est le 7. On parle véritablement de cette moutarde-là. Le 7, c'est un déterminant démonstratif. Donc, vous voyez qu'à partir de l'information numéro 1, cette information numéro 1, elle est répétée et elle est substituée aussi par un déterminant démonstratif. On parle vraiment du sujet. Là, celui qui ne comprendrait pas de quelle moutarde on parle de cette Sinapis juncea napiformis. Nous avons répétition, nous avons substitution. Nous avons deux phénomènes qui nous rappellent la chose. Mais nous avons aussi une autre répétition. Tubéreuse, qui devient ici tubéreuse. En tube, hein, tubéreuse, en tube. Donc la phrase 1, par rapport à la phrase 2, elle fonctionne bien. C'est un peu répétitif. Moutarde tubéreuse, Sinapis machin, elle a des racines tubéreuses ressemblant à un navet. Le L aurait très bien fonctionné. Information supplémentaire de Chine. Elle, ben qui? Ben là aussi, ce n'est pas un problème, elle. Sujet constant. Cette moutarde, elle. On a donc un sujet 1 qui est maintenu en sujet 1, qui est substitué par un pronom. Et puis, nous avons une autre information qui apparaît ici, qui est qu'elle venait de Chine, et Chine se transforme en ce pays. L'auteur aime bien les pronoms démonstratifs, les déterminants démonstratifs. Cette moutarde reprenait moutarde, ce pays, un démonstratif plus un nom, reprenait Chine. Donc Chine par rapport à pays, substitution nominale, Chine pays, deux noms.
Chine par rapport à ce, substitution par un déterminant démonstratif. On avait des éléments qui étaient sujets, qui finalement restent sujets. Des éléments du sujet qui restent dans le sujet, des éléments dans le prédicat qui restent dans le prédicat. Et puis alors là, ça commence à dévier. Parce que on les mange. Alors, ce n'est pas tant le on qui me dérange, puisque le on, c'est un sujet numéro 2. C'est le lait qui me dérange. Parce que ce que j'aurais attendu, c'est on la mange. Un boutard, oui. Mais c'est lait, donc il faut que je cherche quelque chose. Et la seule chose que je peux trouver pour expliquer le lait, c'est racine. Et ce qui explique d'ailleurs que c'est un féminin. Donc, on décide de remplacer racine par lait, très bien, on fait les accords qui vont avec. On fait les accords qui vont avec. Ça ne pose pas encore trop de problèmes. Sachant que je m'attendais quand même à ce qu'on me parle de la moutarde, qui est un produit dérivé de racines, et pas spécialement des racines. Ouais. Bon. Elle, ça me fait donc un sujet 3 qui est dérivé du lait précédent. Le L, c'est racine. Les racines ont un goût assez agréable. Donc là, il y a dérivation. Un élément qui était dans le prédicat se retrouve dans le sujet. Le sujet, il est là. Le sujet, il est là. Et là, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que racine, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Racine, les racines. Sauf que le problème, c'est que de manière tout à fait sauvage, on est passé au singulier. Ça, théoriquement, la grammaire ne voudrait pas ça. Hein. Si vous me dites les voitures sont garées dans la rue, elles ont leur clignotant, et là, son clignotant, et vous repartez après, elles sont mal garées, et qu'on passe d'un pluriel à un singulier sur le même sujet, c'est une faute de grammaire. Donc là, il y a une faute de grammaire. Mais on comprend bien que racine, les, elles, racine, c'est le même sujet. Donc je le mets en sujet 3. Mais là, il y a vraiment un problème. Un problème. Et ce problème, c'est le fait qu'on est passé du singulier ou du pluriel de manière sauvage. Donc, répétition avec faute de grammaire. Alors, substitution ou répétition, c'est les deux. Substitution par rapport à elle, répétition par rapport à la phrase numéro 2, mais avec faute de grammaire. Et la faute de grammaire, elle va se répéter par la suite en s'inversant. Mais je n'anticipe pas. On a un autre élément ici qui apparaît. Elle est introduite dans différents plats et communique à ces plats un très bon goût. Là, on a substitution de plat par l'heure, on a une substitution pronominale. Et là, de nouveau, j'ai un problème parce que l'auteur qui ne fait pas gaffe à ce qu'il écrit, il est repassé au pluriel. Substitution d'un masculin
par un pluriel. Masculin pluriel. Pardon, singulier pluriel. Singulier pluriel. Donc là, problème. Pluriel, singulier, renouveau pluriel. Là, il faut faire gaffe à ce qu'on écrit quand même. Et comme notre auteur, il est décidément un petit peu ennuyeux, il repasse sur une substitution nominale et cette fois-ci, il le fait au singulier. Alors ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais on apprend donc là en passant que les racines sont en fait un légume. Ce légume, substitution de L par ce légume. Substitution nominale, c'est pas du tout impossible. Celui-là, il n'est pas impossible. Si vous dites l'homme monte l'escalier, sa silhouette est, je ne sais pas quoi, on passe d'un masculin à un féminin. Le chat est couché sur la fenêtre, cette bête est idiote, on passe de chat à bête, masculin, féminin, c'est pas impossible du tout. Donc là qu'on passe de légumes de L à légumes, c'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'on passe de pluriel à singulier. Le problème, c'est pas le problème du genre. Un féminin substitué par un masculin, c'est tout à fait possible. Mais c'est le problème du nombre. Pluriel, singulier, pluriel, singulier. Bon, voilà, à un moment, il faut choisir. Et puis là, il y a une forme aussi de substitution ou de répétition. Ce n'est pas véritablement une substitution, mais enfin, c'est une. On va dire que c'est une répétition sémantique. Ces deux éléments qui ont le même sens, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ce n'est pas une répétition, il n'y a pas les mêmes mots. Il n'y a pas les mêmes mots, mais il y a un élément de sens qui est repris. Ah, par contre, oui, autant pour moi, ça circule quand même aussi par là et par là. On avait bon goût, goût. On a bon goût, qui devient goût, qui devient bon. Vous voyez, en fait, l'élément est repris à plusieurs degrés. Bon goût devient goût, et bon est repris par la suite. Le bon est repris de la phrase antérieure, là. Bon par rapport à bon ici. Goût est repris ici. Et c'est dans ce sens-là. C'est le goût qui devient bon goût. Oui, dites-moi. L'heure légère, et l'heure légère, c'était, il y avait du film là-bas. Et l'heure légère, et puis là aussi, il y a une faute de français. C'est pas sur le genre, hein, encore, c'est sur le nombre. Elles sont tendres. Ah bah si, non, ça va. Non, celui-là, il va. Puisque le leur, ça peut être un féminin pluriel. C'est un pluriel de ce, sinon ce serait C. Elle est tendre est sa saveur. Et ses saveurs. Donc si c'est un leur, ça reprend effectivement un pluriel, qu'il soit masculin ou féminin. Donc c'est une reprise, mais c'est une reprise qui est conforme à la grammaire. Donc pour reprendre à goût, je me suis un peu embrouillé sur goût. Goût devient bon goût. Et goût devient bon goût. Et bon est repris par la suite. Donc il y a des reprises un petit peu en escalier. Goût, bon goût, bon. Goût fait la transition entre ces deux-là, et bon fait la transition entre ces deux-là. Oui, c'est écrit de manière un petit peu cafouilleux, voilà. Mais le vrai problème, c'est que là, on a finalement sujet constant,
mais un sujet constant qui change de nombre d'une phrase à l'autre. Et ça, c'est pas possible. Elle au pluriel, un singulier, un pluriel, et de nouveau un singulier. Oui. Saveur, goût, oui, on pourrait dire ça aussi. Saveur, où est-ce qu'il est saveur? Leur saveur, qui serait substitution de goût ici, pourrait remplacer ça. Le texte est très, très répétitif sur son contenu. Donc, goût deviendrait saveur. Entre-temps, il redeviendrait bon goût, et puis ce redeviendrait simplement bon. Ça donne quoi comme sujet au concours? Ben, ça veut dire analyser les reprises de la phrase 2 par rapport à la phrase 1. Ou, voici deux phrases. Analyser les reprises de la phrase 1 par rapport à la phrase 2. De la phrase 2 par rapport à la phrase 1. Ou sur trois phrases. Ça m'étonnerait qu'on vous donne un texte complet, mais il faut s'attendre à repérer donc les connecteurs, les substitutions, les répétitions, connecteurs, substitutions, répétitions, et puis regardez comment les éléments sont dans un temps 1 qui serait le sujet, ou dans un temps 2 qui sont dans le prédicat, comment ça dérive. Ça, c'est constant, ça dérive. Donc, répétition, c'est tout simple. Répétition, c'est tout simple, c'est le même mot. Connecteur, c'est tout simple, c'est mais, ou, est, or, ni, car. Les adverbes, cependant, en revanche, temps. Des conjonctions, bien que, il, ceci. Des conjonctions de subordination. C'est encore des substitutions, répétition, connecteur, substitution. Les substitutions, on a trois grands domaines. Les pronoms, les noms qui se substituent entre eux, vous, saveur, ou les déterminants. Le chien, mon chien. Et puis, la circulation du sang, on va sauvegarder si le sens est constant, ou si, si le sujet est constant, ou si le sujet dérive d'éléments antérieurs. J'ai pris le Et puis enfin, la dernière notion qu'il faut maîtriser dans tout cela, c'est la notion relativement simple au bout du compte, qui est celle de représentation totale, substitution totale ou partielle. Alors, vous aviez une question? Alors, comme je le fais moi, c'est-à-dire en trois colonnes, il y a la colonne texte. Sur cette colonne texte, vous faites des flèches. Vous faites des flèches qui reprennent de là à là, qui traversent. Et puis, d'un côté, vous allez faire une colonne qui va commenter les substitutions, répétitions. Donc, vous allez dire substitution, comme j'avais fait des substitutions de il en le chien, donc substitution nominale, substitution. Et puis, dans une autre colonne, vous allez nous parler de la circulation du sens du sujet au prédicat, c'est-à-dire sujet constant, sujet dérivé, des propos. Donc, pour que tout ne soit pas mélangé, un côté sujet prédicat, un sujet substitution, répétition, et puis ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc les flèches expliquent, les commentaires analysent, d'un côté sujet prédicat, de l'autre côté les substitutions. Et vous ne vous embarquez pas dans de la rédaction, parce que rédiger tout ce que j'ai dit là, ça prend des heures. Dans la phrase 1, nous avons un phénomène qui est celui-là, qui se cumule avec un phénomène qui est celui-là. La phrase 4 est là comme phénomène celui-ci plus celui-là. Non, des flèches et puis des informations extrêmement précises. Substitution nominale, le nom, lion, king. Substitution déterminant, king devient C.
substitution pronominale, Lyon devient ce dernier. Bon, vous en avez encore quelques exemples d'exercices à faire là-dessus. La belette, on l'a fait. Moutarde, on vient de le faire. Vous avez Cuba, le numéro 5. Vous avez le numéro 3 aussi. Et puis, ça peut se faire sur n'importe quel texte, quel qu'il soit. N'importe quel texte, quel qu'il soit, se prête à ce genre d'exercice. Alors, nous allons passer à autre chose, et cette autre chose, c'est l'analyse des figures de style. L'analyse des figures de style. Qu'est-ce que c'est qu'une figure de style? Oui, pardon. On est toujours dans le texte. Dans le texte, dans cet ensemble texte, vous avez tout ce qui se relève de répétition, substitution. Vous avez en deux ce qui relève de sujet et prédicat. Et puis, vous avez encore deux éléments. Vous avez un sujet qui est une figure de style. Vous pourrez mettre aussi au niveau de la phrase, mais bon, moi, vous allez voir pourquoi je le mets dans le texte. Et puis, nous avons les genres, ce qu'on appelle la cohésion. Dans le premier bloc, nous avons vu qu'il y avait des connecteurs qui organisaient le texte, mais cependant, en revanche, qu'il y avait des répétitions et qu'il y avait des substitutions. Le deuxième bloc vient d'en parler, c'est tout ce qui relève de cet élément circulation du sens. Et puis, deuxième élément, c'est un autre nouvel élément, troisième figure de style. Qu'est-ce que c'est qu'une figure de style? C'est une construction grammaticale qui produit un effet, qui produit une figure, qui produit une curiosité, pourrait-on dire, au point de vue soit du sens, soit des sonorités, soit de la construction. C'est une construction grammaticale un peu particulière de la phrase. Et ces figures de style, elles sont mises en général en relation avec un effet recherché. Je reprends la plus simple des figures de style, on va en faire une petite liste, qui est la répétition. Si je dis mon voisin, mon voisin, mon voisin n'a encore pas tordu sa tente. Ça est coupé ça est. Mon voisin, il n'a encore pas coupé ça est. Ben, la répétition, c'est un effet grammatical. Je remets plusieurs fois mon voisin, en apposition, isolé par des virgules à l'écrit. Ben, ça donne un aspect d'exaspération, de colère, de mécontentement, un aspect de ce type-là. Si je fais, par exemple, une inversion, ça aide. Mon voisin n'a encore pas coupé. Pas normal, mon voisin a coupé ça aide. Si je mets ça aide au début, ben, ça fait une insistance. On insiste sur ça aide. Résultat, ça fait aussi une impression de quoi? D'exaspération, de mécontentement. Donc, les figures de style, ce sont des constructions grammaticales qui ont pour objet de fabriquer une langue un peu particulière, une structure un peu particulière. Donc, on va se faire une petite carte mentale, sachant que sur Moodle, c'est le cours 8, je crois. Non, c'est le TP1. Je ne sais plus très bien ce que c'est. Et vous avez deux choses. Figure de style, voilà. Et que vous avez deux documents là-dedans. Vous avez un de plus. Voilà. Vous avez une carte mentale comme ça, sachant que celle que je vais vous faire est plus claire, un peu plus claire, un peu plus visuelle.
et puis que vous avez aussi l'explication par liste comme ça, dans le S8, oui, évidemment, de 14. Et puis, vous avez un exercice que nous allons faire tout à l'heure. Ces figures de style, on peut les diviser en grandes familles. Il y a tout ce qui relève de ce qu'on appelle l'analogie. C'est un terme un peu compliqué, l'analogie. Ça veut dire la ressemblance ou l'articulation entre deux éléments. Ça va se comprendre très simplement quand on regarde ce qu'il y a dedans. L'analogie, il y a tout d'abord la comparaison et une autre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui n'est pourtant pas tout à fait la même, qui est la métaphore. Si ça ne tenait qu'à moi, il n'y en aurait qu'une. Mais ça ne tient pas qu'à moi. Et cette analogie et cette métaphore, elle renvoie finalement à deux réalités extrêmement simples, qui est de mettre en relation deux éléments. Relation entre A et B. Et c'est deux relations entre A et B, mais, la comparaison, elle a une différence grammaticale. Les figures de style, c'est des éléments grammaticaux. Donc, on essaie de regarder comment grammaticalement ils sont construits. Et la différence entre l'un et l'autre, c'est que la métaphore, la comparaison, elle a un mot ou une expression de comparaison. Elle a un mot de comparaison. La comparaison se fait au moyen d'un outil grammatical qui est un mot de comparaison. C'est comme, c'est à la manière de, c'est semblable à, c'est identique à. Donc, si je vous dis ce chien, comme un lapin, comme un gros lapin, ou vite, ce chien, comme un gros lapin, court vite. Comme un gros lapin, c'est une relation entre deux réalités, chien et lapin, c'est une analogie, et elle se fait au moyen d'un mot grammatical comme semblable à, pareil à, identique à. Ben, tout ça, ce sont les mots qui font des comparaisons. Et on appellera ça donc une comparaison. En revanche, s'il n'y a pas le mot, eh bien, ça devient une analogie. Ce chien, gros lapin, ça devient une métaphore, pardon. Ce chien, virgule, gros lapin, court vite. Le gros lapin, c'est la mise en relation entre chien et lapin, donc c'est une analogie, mais on appellera ça une métaphore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot de comparaison. Donc la différence, elle est vraiment toute idiote. C'est exactement la même chose. Une comparaison, une métaphore, c'est exactement la même chose, sauf que d'un côté, il y a le mot de comparaison et pas d'autre. Non, si je dis ce chien est un gros lapin, on considérera que c'est plutôt une comparaison. Pour qu'il y ait métaphore, il faudrait qu'il y ait plutôt simplement des appositions. Je dirais ce chien, oiseau terrestre, vole à travers, après les chats. Entre parenthèses, oiseau, entre parenthèses. Pour qu'il y ait métaphore, il faut qu'il n'y ait pas de mot de comparaison. Il faut qu'il n'y ait pas de mode de comparaison qui intervienne. Donc, à partir du moment où vous avez des comme, des à la manière de, des semblables à, on est sur de la comparaison. À partir du moment où il n'y a pas ces mots-là, on est sur de la métaphore.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces en vert, dans ces figures de l'analogie? Vous avez une salve de trois qui sont à peu près semblables, qui sont les personnifications. Personnification. Je suis le tableau. Ça, c'est lié. Ça, c'est lié aussi. Personnification. Personnification, c'est la transformation d'un animal, d'une machine, ou d'une plante, ou en humain. Animalisation, c'est la transformation d'un humain en animal. Et il y en a un troisième qui est à peine plus compliqué dans sa terminologie, mais qui veut dire la même chose, c'est réification. Res, en latin, c'est la chose. La chose, réification. Humanisation, réification. Vous avez un personnage. Ce personnage, c'est un humain. On lui donne des caractéristiques de choses. Il est réifié, transformé en chose. Attendez, je finis, puis je vous donne la parole. Il est transformé, il est décrit avec des caractéristiques d'une bête, d'un animal. C'est une animalisation où vous avez inversement une chose, un animal qui est transformé en humain, il est personnifié. Alors, exemple, sur une personnification, les fables de La Fontaine, Maître Renard, Maître Corbeau sur un arbre perché, donc là, pas de problème. Un corbeau sur un arbre, c'est naturel. Vous êtes en train de la fromage, bon, pourquoi pas. Mais ensuite, Maître Renard lui teinte à peu près ce langage, le renard qui parle, personnification du renard. Le renard devient un humain. Animalisation. Mon voisin, avec ses ses serres crochues, récupère tout ce qu'il trouve. Avec ses mains crochues, qu'est-ce que c'est qu'une main crochue? C'est plutôt mon voisin avec ses serres de rapace, récupère tout ce qui passe. Mon voisin avec des serres, non, il a des doigts, il a des mains. Donc il est animalisé, on lui donne une caractéristique d'animal. Et en plus, c'est une comparaison. Mon voisin avec ses serres de rapace. Il y a un mode comparaison entre les deux. Attendez, je finis. Et puis réification, c'est quand on est considéré comme un humain, comme un objet. Son esprit ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui tourne rond? C'est un vélo, c'est une balle, c'est une boule, c'est quelque chose qui... L'esprit ne tourne pas, à moins d'être une machine. La réification, on en a plein le XXe siècle. On en a plein le XXe siècle quand le monde extérieur s'est trouvé extrêmement oppressant. On en a plein Kafka, par exemple. On en a plein... Alors, chez Kafka, il y a une animalisation très, très célèbre. Il y a une nouvelle de Kafka, c'est la seule qu'on connaisse véritablement. Il présente un personnage qui, au sens propre, se retrouve transformé en bestiole. La métamorphose. Il se réveille, il est sur de gros insectes. Donc, il prend les caractéristiques d'un insecte. Donc, ça serait une animalisation. Vous allez me dire, un animal n'est pas un insecte. Bon, c'est pas aussi fin que cela. Réification, c'est quand l'individu se trouve
à l'égal d'une machine. Les temps modernes de Kafka, les temps modernes de Charlie Chaplin. Vous vous rappelez de cet extrait, c'est peut-être le seul que vous connaissez d'ailleurs, où il travaille à la chaîne, il fait des mouvements comme ça toute la journée. Et à un moment donné, son travail extrêmement mécanique fait qu'il est absorbé par la machine, qui le recrache par la suite. L'humain est ravalé au rang d'une machine. Il est réifié, il est transformé en chose. Je dirais, en cette fin de matinée, mes circuits sont complètement surchauffés. Théoriquement, je n'ai pas de circuit, j'ai des neurones. Et si je dis mes circuits sont surchauffés, c'est que je me compare à une machine. Je suis complètement à plat. C'est les roues qui sont à plat, c'est pas moi, théoriquement. C'est les roues qui sont à plat. Si je dis je suis à plat, ou si je dis mes batteries sont vides, j'utilise pour me désigner moi humain des caractéristiques qui sont des caractéristiques d'une chose. Alors, vous aviez une question. Alors, c'est vrai que bien de bonnes remarques, j'en ai oublié une, c'est les allégories. Les allégories, c'est quand on donne à une idée les caractéristiques d'un humain. Genre, l'amour m'a transpercé avec son arc, l'amour qui voltait autour de moi m'a transpercé avec son arc. L'amour, c'est une idée, mais je la transfère dans quoi? Dans un personnage qui a une action avec moi, qui me transperce avec son arc, un petit ange. On appelle ça en architecture et en peinture, les petits anges, vous savez, on appelle ça un Pluto, P-U-T-O, c'est de l'italien, ça fait putti au pluriel, des petits poutis qui volent autour des personnages, qui leur rendent les flèches, des petits bébés ailés. Donc, une allégorie, c'est quand on donne à une idée les caractéristiques d'un humain, du genre, la misère frappa à ma porte. La misère, c'est un concept, elle peut difficilement frapper une porte, mais en l'occurrence, on comprend que ça arrive. Il y en a une célèbre de Camus dans L'étranger. Il tire sur quelqu'un, l'étranger, c'est l'histoire d'un meurtre, et ces 3 coups de feu furent comme le malheur frappant à ma porte. Alors, furent comme, c'est une comparaison, mais le malheur frappant à ma porte, le malheur, il peut pas frapper. Le malheur, c'est un état psychologique. Donc, c'est une allégorie. Donc, une idée qui devient humaine, allégorie. Une comparaison comme pareil à, semblable à. Une métaphore, une relation entre 2 éléments sans qu'il y ait de moyens grammaticaux pour les joindre. En général, c'est des appositions. Des appositions, c'est morceau entre parenthèses ou autre virgule. Personnification, une plante, un animal, un objet qui devient humain, il y en a plein la science-fiction. Ça s'appelle des robots. Animalisation, c'est un humain qui se transforme en animal. J'en ai plein les sabots. Et pourtant, les sabots, je n'ai pas de sabots. Je me compare à un cheval. Réification, j'ai les circuits qui chauffent. Je me compare à un objet. Alors, on va essayer de les mettre en application directe et immédiatement. Je vous distribue 4 célèbres poèmes français. 2 de Baudelaire, un de Lecomte de Lille et un d'Hérédia. On est dans les années 1860, dans un courant littéraire qu'on appelle le Parnasse. Si vous en prenez plusieurs, vous dites. On va commencer par le numéro 2, celui de droite, en haut à droite. Vous avez peut-être dû l'apprendre quand vous étiez à un moment dans le système scolaire. Au mon temps, on l'apprenait plutôt en primaire, mais c'était incompréhensible, donc on l'apprenait plutôt au collège, comme un vol de Gerfaut, hors du charnier natal,
Fatigués de porter leur misère aux peines, de Palos de Mauguère, routier et capitaine, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, où, penchés à l'avant des vaches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. C'est des conquérants, des conquistadors. Qu'est-ce que c'est qu'un conquistador? C'est un pauvre gars vivant dans la misère au Portugal, qui prend un bateau à Palos de Mauguère, qui est un port portugais, pour aller faire quoi? Eh bien, pour aller assouvir ses ambitions, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Et ils allaient quoi? Ils allaient au Japon, Cipango, pensait-il, au Japon, là où les mines regorgent d'or, fabuleux métal, et l'azur brillant de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, ou alors ils penchaient à l'avant des caravelles, ils regardaient monter du fond de l'océan des étoiles nouvelles, ils regardaient émerger un monde déjà. Et un Gerfaut, c'est un rapace, pour préciser. Donc, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, les routiers et capitaines partaient, ivres d'arrêt. Ben là, on a une comparaison, comme un vol de Gerfaut. Un vol de Gerfaut, semblable à un vol de rapace, on a une comparaison. Et cette comparaison, c'est aussi une de ces trois-là. C'est une animalisation. L'homme, routiers et capitaines, sont comme des rapaces, comme des gerfauts issus du charnier natal. Si on voulait fabriquer une personnification là-dedans, il faudrait prendre un élément qui est un élément non humain, un objet, et puis lui donner une caractéristique humaine, si on voulait faire une personnification. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait possiblement sur Gerfaut, possiblement sur métal, possiblement sur mine, sur vent, sur antenne. Et on prend un sur caravelle. On faudrait prendre un élément sur ces mots-là et puis de retrouver une caractéristique humaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Et une personnification, il faut partir de l'humain, pardon, il faut partir de l'animal ou de l'objet pour lui trouver un caractère humain. Alors après, ça rimerait plus, après il y aurait plus le même nombre de syllabes, ça, on s'en fout. Donc si je prenais sur le Gerfaut, ça commence donc par comme un vol de Gerfaut. Donc il faudrait trouver une caractéristique humaine à ce Gerfaut. Donc comme un vol de Gerfaut, virgule, faire une personnification. Comme un vol de Gerfaut, marin de la conquête, virgule. Les Gerfaut seraient les marins qui iraient avec capitaine, routiers et capitaines par la fois, par la suite, comme un vol de Gerfaut, enfant né du Portugal, comme un vol de Gerfaut, virgule, enfant né du Portugal, fatigués de reporter leur misère. Voilà, je rajoute à Gerfaut une caractéristique humaine.
Si je prenais par la suite le nom suivant, ils allaient conquérir le fabuleux métal, humaniser le métal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal, virgule, une comparaison qui soit aussi une personnification, virgule, semblable à leur mère, que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Semblable à leur mère, je donne alors une caractéristique humaine, mère. Que Cipango mûrit en ses mines lointaines, une caractéristique humaine pour mine, virgule, entraille de tout le conquistador. Vous allez conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, virgule, entraille de tout conquistador. Ah, le sens ne serait pas terrible, hein, mais oui, le principe, c'est de donner une caractéristique qui n'appartient pas à notre caractéristique d'animal. Si je voulais faire une allégorie, il faudrait que je prenne cette fois-ci une idée et que cette idée, je l'humanise. Alors, qu'est-ce qu'on a comme idée ici? On a misère. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, virgule, mère de tous les vices. La misère, mère de tous les vices. La misère devient la mère, et une mère, c'est, alors ça peut être animal, le renard, la renarde, le renardeau, la renarde, l'éléphanteau, l'éléphant, ça peut, une mère, ça peut être animal. Une mère de tous les vices, vous donnerez une caractéristique humaine à la misère. Il partait ivre d'un rêve, et rêve, il faudrait lui donner une caractéristique humaine. Donc, il partait ivre d'un rêve, virgule, père de tous les espoirs. Oui, mère et père, ça marche bien quand on doit rajouter une métaphore, parce que ça peut s'appliquer à peu près n'importe quoi. Ils allaient conquérir le fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme idée encore ici? On a... alors, leurs antennes, c'est un objet physique, hein, c'est les mâts des bateaux. On a sommeil. Enchanter leur sommeil d'un mirage doré. Sommeil. Sommeil. Qui serait... ben, on va faire sur sommeil, on va faire une réification. On va donner à sommeil, qui est donc une idée, une caractéristique très physique. Enchanter leur sommeil d'un mirage doré, virgule, après sommeil, on va dire refuge de tous les espoirs. Le sommeil est un refuge de tous les espoirs. C'est une caractéristique d'un objet sur une idée. Si on voulait maintenant mettre plus de réification, il faudrait donc sur des humains, routiers et capitaines, de Palos de Moguer. Palos de Moguer, je le répète, c'est un port du Portugal. De Palos de Moguer, routiers et capitaines, virgule, épée de la conquête. Épée de la conquête. Qu'est-ce que c'est qu'un capitaine? C'est une épée. On donne une caractéristique objet à un humain. Et pour savoir si c'est une comparaison ou une métaphore, c'est s'il y a le mot de comparaison. Donc, je la refais. Est-ce que ça marche, mon ordinateur? Non, je ne peux pas marcher. Je l'essaye. Oui, ça marche. Donc, capitaine. Capitaine. Je l'ai fait entre parenthèses comme les épées de la conquête. Je donne une caractéristique humaine, pardon, une caractéristique matérielle, objet, épée, à un humain, c'est une réification. Et j'emploie un mode comparaison, c'est donc aussi une comparaison. Pareil à des épées. Si je fais en revanche capitaine, virgule, virgulaire, parce que là, j'ai aussi une réification. L'homme est un objet, mais j'ai une métaphore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mots de comparaison.
Si je fais une animalisation, les routiers et capitaines, rapaces du monde connu, je donne caractéristiques d'oiseaux à des humains. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous faut garder de cela? Je peux, dans une phrase, mettre une relation entre deux éléments. Je mets en relation deux éléments. Et c'est une figure de style qui a toujours un sens. C'est-à-dire qu'on ne compare pas impunément un homme à un animal. Quand on compare un homme à un animal, c'est qu'on a une intention particulière. Je vous prendrai, on n'a plus beaucoup de temps, mais des exemples chez Zola la prochaine fois. Quand on compare un homme à un objet, on a toujours une intention. Ou quand on fait l'inverse, on a toujours une intention. Les fables de La Fontaine, elles ont des intentions. Quand on parle du loup, c'est le courtisan. Quand on parle, pardon, c'est le noble indépendant. Quand on parle du chien, c'est le noble domestiqué. Quand on parle du renard, c'est le courtisan, bon, etc. Et la lionne, c'est la femme du roi. Le lion, c'est le roi des animaux, etc. Donc, quand on fait ce genre de figures-là, elles ont des intentions. Donc après, il faut voir comment l'auteur, quelles intentions il veut donner. Et c'est ça le sujet en général de cette partie stylistique. On vous dira comment l'auteur donne dans ce texte un avis défavorable sur les conquistadors. Comment fait-il pour donner un avis défavorable sur les conquistadors? Et cet avis défavorable, il passera par des noms, par des verbes, par des adverbes, par des adjectifs, mais il passera aussi par des figures de style. Il les compare à un animal, comme un vol de gerfaut, et pas n'importe quel animal, des rapaces. Il les compare à des objets, pas n'importe quel objet, un glaive, un truc qui tranche, qui coupe, pas un animal, à une chose. Donc les figures de style, elles contribuent à fabriquer le sens. Donc qu'est-ce qu'on a comme première grande salle? Ce qui met en relation deux éléments. Quand c'est une idée humanisée, allégorie. Quand c'est un animal, un objet humanisé, personnification. Et quand c'est un humain qui subit une transformation, en animal, en chose. Alors après, on a parfois des animaux transformés en plantes. Alors c'est quoi? On dira plutôt c'est des animalisations, des formes d'animalisation. Mais dans animal, il y a tout ce qui relève des insectes, tout ce qui relève. Dans réification, il y a aussi tout ce qui relève des choses fixes. En plante, par exemple, ce serait plutôt une réification. Bon, je démarrerai là-dessus la prochaine fois. Bien. À la fin de semaine, on peut voir en direct.